Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Et le gouvernement a donc dévoilé aux partenaires sociaux hier ses décisions sur sa nouvelle réforme de l'assurance chômage. Lors d'une réunion au ministère du Travail, c'est donc Olivier Dussopt qui a fait connaître aux organisations patronales et syndicales les arbitrages retenus. Alors moi j'aime bien ces formules. Arbitrages retenus après concertation, débuté depuis le mois d'octobre. Voilà, histoire de dire tout a été fait ensemble en concertation. Et ce que l'on découvre donc de ces premières annonces, c'est la météo de l'emploi. Voilà une idée qui a dû d'ailleurs coûter très cher, a été payée très cher au cabinet de conseil, on va en parler. Alors la météo rouge et la météo verte, enfin vous avez la France rouge et la France verte. Alors lorsque nous sommes en période verte, ça veut dire que les taux de chômage sont sous 9%, et s'ils baissent pendant 3 semaines consécutives, alors il est en gros, pour vous la faire simple, il est plus facile de trouver de l'emploi, donc bouge-toi les fesses et traverse la rue. C'est la version, on va dire, vulgarisante. Ça veut dire que la durée des droits baissera de 25%, on passe à un coefficient de 0,75 pour les bénéficiaires, avec un plancher minimal quand même de 6 mois. Et avant, on avait le droit à 24 mois d'indemnisation avant la réforme. Voilà. Et puis alors, si on est en période rouge, donc météo rouge, là, le taux de chômage passe au-dessus des 9%, on augmente de 0,8% en un trimestre. Alors là, les droits sont rétablis à 100% et vous gardez à peu près les droits actuels. Voilà les grandes annonces du gouvernement hier, qui ont émergé grâce à ces premières sorties d'Olivier Dussopt. Alors pour parler de cela, et puis peut-être de la réalité du terrain, on est avec Guy de Lafortelle et Olivier Piacentini. Bonjour Olivier Piacentini. Bonjour Clémence, bonjour Guy, bonjour à tous. Alors vous avez un problème, vous ne nous entendez pas très bien dans votre casque, c'est ça? Ça grésille. Alors vous pouvez régler un petit peu avec la petite molette, je vous montrerai comment on fait. Je rappelle que vous êtes diplômé de l'Institut d'études politiques, auteur de Vers la chute de l'Empire occidental, Le mirage mondialiste, La chute finale, l'Occident survivra-t-il. Voilà que des bonnes nouvelles que vous nous annoncez à chaque livre, et toujours aux éditions Jean-Cyril Godefroy. Et puis nous sommes avec Guy de Lafortelle, éditeur financier et fondateur de la lettre d'investissement L'investisseur sans costume, et puis surtout chroniqueur chez nous, Guy de Lafortelle le lundi. Bonjour Guy. Bonjour Clémence, bonjour Olivier. Bonjour. Alors, voilà, écoutez, je vous propose qu'on fasse un premier petit tour. On va commencer malgré tout par interpréter ces annonces gouvernementales. Est-ce que vous êtes charmé par cette prise en main du gouvernement, Olivier Piacentini? Il y a bien d'autres choses qui me charment, si vous voulez. Mais alors, cette réforme, je trouve que ça fait vraiment réforme gadget. Et réforme de communication, tout ça finalement c'est pour dire que... vous trouvez que météo verte et rouge c'est de la communication, je vous trouve dur. Oui, parce qu'en fait ce que a l'air de dire le gouvernement c'est que vous voyez on a résolu le problème du chômage, donc maintenant il faudrait peut-être que vous vous remuiez. Oui. C'est ce qu'ils disent. Mais je trouve que ça fait vraiment réformette parce que honnêtement déjà on baisse la durée de 25%. Bon, est-ce que c'est vraiment coercitif par rapport, je dirais, à la situation? On a un problème global en France qui est assez étonnant, c'est qu'il reste un chômage important, parce que quand on vous parle de chiffres de 7,5% de chômage actuel, on parle des chômeurs en catégorie A, on ne parle pas de tous les autres. Voilà. En réalité, le chômage concerne 6 millions de personnes. Oui. Bien. Mais par comment, contre... alors, expliquer un petit peu rapidement à nos auditeurs comment on truque, entre guillemets, ces chiffres. Il y a notamment la multiplication des auto-entrepreneurs. Il y a la multiplication des auto-entrepreneurs, vous avez tout un tas de gens qui ne s'inscrivent même plus, vous avez tous les allocataires au RSA qui n'y sont pas, vous avez... je dirais toute une série de personnes qui ont des très petits taux d'emploi, de taux horaires dans le mois qui ne figurent pas ou qui sont classés en catégorie B, C, D. Mais en réalité, vous avez plus de 6 millions de personnes qui sont au chômage quand on prend les catégories B, C, D en plus. Et puis, je ne vous parle pas effectivement de tous les autres. Donc, le chômage est un problème important. Mais... c'est la vérité que vous avez un deuxième problème, c'est que vous avez des poches d'emploi non pourvues qui sont de plus en plus importants. Et moi, ce que je trouve, c'est que la réforme aurait dû être ciblée, non pas avec cette espèce de gadget, le météo verte, météo rouge, etc., mais sur 2 critères, à mon avis, beaucoup plus pertinents, qui sont premièrement la région dans laquelle vous habitez, parce que c'est la vérité qu'en région parisienne, soyons sérieux, quelqu'un qui veut vraiment travailler trouve de l'emploi, soyons sérieux. Et puis, alors que vous avez des régions où c'est vraiment un problème important, je ne sais pas, la Creuse, certaines régions du sud-ouest, le Gers, etc. Bon. Et puis, vous avez
un deuxième critère, c'est la catégorie d'emploi, c'est-à-dire les emplois. Vous avez tout un tas d'emplois à pourvoir dans certains secteurs, des emplois qu'on va considérer des travails difficiles, comme par exemple tout ce qui concerne la restauration, le bâtiment, le commerce quand il s'agit de travailler le samedi, le dimanche, etc. Et là, on ne trouve personne et on est obligé de faire venir et de passer des contrats, par exemple avec la Tunisie, comme le fait par exemple la branche café, hôtel, restaurant, pour avoir des employés. Bon, tout ça est quand même assez illogique. Des emplois physiques, en fait, rappelons-le. Des emplois physiques, oui, c'est ça. Alors, Guy de Lafortelle. D'abord sur cette annonce, période verte, période rouge, et ensuite sur la vérité, évidemment, des chiffres et du terrain. Oui, je suis assez d'accord. C'est pas quelque chose de très sérieux, surtout que moi j'aime pas du tout ces affaires-là où vous ouvrez derrière au trucage et à la manipulation des stats et des chiffres. Parce qu'une fois que vous avez fait ça, le jour où vous revenez autour de 9% de chômage et que vous voulez savoir est-ce que vous allez rester en période verte ou en période rouge, enfin, on l'a vu sur l'indexation des salaires sur l'inflation, on a truqué l'inflation de manière absolument grossière depuis, donc j'y crois pas une seconde. Et surtout, donc ça c'est ce genre de réforme, c'est un moyen. C'est un moyen, bien évidemment, de détricoter le truc, et surtout à un moment qui est absolument terrible, parce que ils arrivent, ils vous expliquent partout, regardez, on a 7,3% de chômage, alors c'est le chômage au sens du BIT, il me semble, quand ils sortent ces chiffres-là, mais c'est exactement comme vous disiez, Olivier, le chômage a peut-être baissé, si vous calculez, c'est impossible à calculer le chômage, parce que moi je préfère de très très loin regarder le nombre de gens qui travaillent, et si vous regardez en France le nombre de gens qui travaillent... C'est vrai que c'est un chiffre tellement plus évident et simple. C'est simple. beaucoup plus simple. C'est très simple, les gens qui travaillent. Et les gens qui travaillent, alors, si vous regardez le chiffre le plus large des gens qui travaillent, dans les comparaisons internationales à l'OCDE, on prend tous les gens qui travaillent de plus de 15 ans, vous vous rendez compte que en France, il y a pas plus de gens qui travaillent aujourd'hui que quand Monsieur Macron est arrivé au pouvoir. Il n'a pas ajouté d'emplois entre-temps, il n'y a pas une différence, et que on est toujours aussi mauvais parce que en France, on a cette particularité qui est que on travaille pas quand on est jeune et on travaille pas quand on est âgé. Donc, vous trouvez que ça c'est bien, c'est pas bien? Oui. Mais c'est une vraie problématique. Attendez, alors là je cite vos propres chiffres, Guy de Lafortelle. La population active occupée, donc ce que vous appelez les gens qui travaillent, donc de 15 ans et plus, est en dessous de 55,85%. C'est quand même fou de penser que la population active occupée est en dessous de 55%. Et en dessous du taux de 2017 quand Macron est arrivé au pouvoir. Oui, c'est exactement ça. Alors c'est en dessous, c'est pas grand-chose, on peut dire que c'est à peu près équivalent. Et si vous voulez prendre des comparaisons... mais ça veut quand même dire qu'on est plutôt sur une tendance très légère, mais de baisse. C'est quand même intéressant, alors qu'on ouvre l'inverse. Oui, alors on peut pas voir de tendance, parce qu'on s'est quand même pris un Covid, donc de là à dire qu'il y a une tendance, c'est compliqué. Si on veut voir la tendance, c'est que il est absolument, à mon avis, il y a un côté totalement schizophrène, voire psychopathe, à mettre ce genre de réforme en place maintenant, alors que les prix de l'énergie sont en train de nous annoncer une espèce d'hiver économique absolument terrible. Enfin, je sais pas, moi, j'ai même pas besoin de regarder les chiffres. Moi, je voulais prendre une bière au bar la dernière fois, ils pouvaient pas me servir ma bière parce qu'ils avaient plus de gaz pour mettre le fût sous pression. Ah oui. Il vous est absolument partout dans l'économie, vous avez des problèmes de dysfonctionnement majeurs qui pour le moment sont un petit peu, vous avez du quoi qu'il en coûte qui survit encore à peu près, mais qui va pas pouvoir survivre longtemps. Oui, puis le quoi qu'il en coûte qui n'aide pas les boulangeries et tout ça, qui ferment déjà la porte là. Oui, alors ils ont fait quelques annonces encore. Ils essayent un peu de piloter ça à vue, un peu n'importe comment. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on est à un moment où ils arrivent en vous disant c'est le plein emploi. Et on dit mais vous êtes où? Dans quel pays vous êtes, les gars? On vit vraiment dans le même endroit. Déjà cet été, quand vous aviez Madame Borne qui se baladait partout en disant il faut quand même qu'on se rende compte que maintenant on est en plein emploi. Je dis mais non, on n'est pas en plein emploi. Et parce qu'effectivement ils se sont amusés à truquer les chiffres du chômage en faisant tout ce que Monsieur Persotti a expliqué. Mais on n'est pas du tout dans une situation qui est bonne, absolument pas.
Écoutez, moi je suis assez frappé parce que j'ai fait une remarque la semaine dernière. Je ne rencontre plus que des gens au chômage depuis qu'on annonce que le chômage baisse. Chaque fois qu'on se présente, vous faites quoi? Mais vous rencontrez pas les bonnes personnes, c'est pour ça. Ah ben ça doit être ça, je dois être hors sol. Oui. Finalement, moi qui travaille qu'avec des PME. Oui. Et puis alors au niveau des pénuries, puisque bon, on va peut-être élargir un petit peu le débat parce que honnêtement c'est une réforme qui va pas très loin quoi de toute façon. Hein. Même si on voulait régler le problème de cette forme d'assistanat, parce que c'est la vérité que le chômage, vous travaillez 6 mois, vous avez 24 mois d'indemnité. Je trouve que c'est quand même une incitation. Si non, mais il y a quand même. Oui, alors juste sur ces questions-là, après, évidemment, on va élargir, mais il y a quand même, le problème de l'assistanat en France. Bien sûr. Celui désormais du fait qu'on décide, que le gouvernement décide de remplacer cette main-d'œuvre manquante par une main-d'œuvre immigrée, illégale, en expliquant qu'avec des visas de travail. Chômage, elle aussi, au bout d'un moment. Qu'avec des visas de travail, pour le moment, en tout cas, c'est eux qui travaillent, qu'avec des visas de travail, ils vont pouvoir légaliser enfin, qu'ils vont pouvoir avoir des visas de travail en travaillant. Le gouvernement ne s'attaque pas au fond du problème. Le fond du problème, il est simple. Et ça fait des années qu'on tourne en rond, même pendant la période Gilets jaunes, j'ai été assez surpris de voir qu'on n'allait pas au fond du problème. Pourquoi est-ce qu'il y a tant de chômage en France et pourquoi notre production recule? Tout simplement parce que le travail n'est pas valorisé. Quand vous avez sur un salaire de 2 000 euros net que va percevoir le salarié, le patron en réalité paye 3 600 euros, il paye 1 600 euros de charges à l'État. Ces 1 600 euros servent à financer tout le social. Il faut rappeler que la France est le pays numéro 1 de la dépense sociale dans le monde. Pardon, et donc, une parenthèse encore là, je suis désolée, mais c'est très important ce que vous dites. Elle sert à financer tout le social. Mais si on le finançait vraiment, ce social, mais aujourd'hui nos hôpitaux sont morts, nos écoles sont mortes, nos routes sont pleines de trous. Alors ça c'est le volet fiscal, hein, par contre, c'est la fiscalité qui paye ça. Mais c'est la vérité que, là où je vous rejoins, la part du social dans les dépenses publiques avance tellement qu'il n'y a plus d'argent pour tout le reste. On se pose toujours la question de savoir en France, mais où va l'argent? On paye de plus en plus et il n'y a plus rien qui marche. Mais c'est tout simplement la part du social qui ne cesse d'augmenter depuis 50 ans et qui bouffe tout, excusez-moi l'expression, et qui empêche les services publics de fonctionner normalement. Et qui empêche finalement le travail de fonctionner normalement. Et qui empêche le travail parce que, en même temps que les employeurs payent des charges pour l'assistanat, ils s'enlèvent des employés potentiels qui commencent à réfléchir, à se dire « Ah, mais est-ce que je prends le boulot ou est-ce que je reste ?» Et donc, c'est le serpent qui se mord la queue. Et donc, il faut s'attaquer à ce problème. On fait une pause? Il est 8h, on va s'attaquer à ce problème. Non, il est 8h, mais évidemment, je vous reprends après Olivier Piachantini. Et c'est l'heure des informations sur Ligne droite avec Valentin Schirmer. Ligne droite. Chevalier de la table ronde. Oui, non. La table ronde. Et alors, vous savez qu'on revient donc sur ces annonces, ces premières déclarations d'Olivier Dussopt hier lors d'une réunion au ministère du Travail où il explique donc qu'il y aura finalement une météo de l'emploi, météo couleur rouge ou couleur verte. Alors verte évidemment quand l'emploi est au beau fixe, alors la durée des droits baissera de 25%. Et puis quand on sera en période rouge, les droits seront rétablis, existeront comme aujourd'hui, c'est-à-dire à 100%. Alors, pour en parler, nous sommes toujours avec Olivier Piachantini, diplômé de l'Institut d'études politiques, auteur de Vers la chute de l'Empire occidental, Le mirage mondialiste, La chute finale, l'Occident survivra-t-il aux éditions Jean-Cyril Godefroy, et Guy de Lafortelle, éditeur financier et fondateur de la lettre d'investissement, L'investisseur sans costume. Alors, Guy de Lafortelle, peut-être, vous avez peut-être une réaction concernant ce que nous expliquait Olivier Piachantini sur finalement la part du social en France, et finalement, on comprend que le social, d'une certaine façon, tue aussi l'emploi. Tue l'emploi. Peut-être pas la valeur du travail, mais tue l'emploi. Guy de Lafortelle, oui, absolument. Ça, c'est quelque chose qui est structurel dans nos grandes démocraties occidentales. C'est que vous avez le poids de la redistribution sociale empêche, comme vous disiez, d'aller financer les hôpitaux, les routes et ce qu'on appelle plus largement toute la partie régalienne de l'État. Et ça, c'est lié, à mon avis, à une chose assez simple, qui est que il y a une mauvaise allocation de la valeur ajoutée. En gros, les salaires ne payent plus assez
Alors bien évidemment, quand vous dites ça, on vous dit tout de suite, non mais vous êtes fou ou quoi? On paye beaucoup trop cher nos salaires en France. C'est sûr que à partir du moment où vous voulez être compétitif par rapport à un salarié roumain, à un salarié indien, et que vous restez dans ce cadre qui est en train de mourir, hein, le cadre de la mondialisation, il y a que Emmanuel Macron pour croire qu'on est encore dans la mondialisation. Bah, c'est sûr que vous pouvez pas. Il y a de la concurrence déloyale à vouloir mettre en concurrence un salarié français avec un salarié roumain ou un salarié indien. Et ça, si vous voulez, on peut pas réformer l'assurance chômage tant qu'on n'aura pas, on peut pas tout d'un coup mettre le salarié français dans des conditions de concurrence et dans des conditions un petit peu plus engageantes pour qu'il retrouve un boulot. Si le boulot qu'on lui donne est un boulot qui paye pas, qui permet pas de finir de boucler les fins de mois, et c'est pas possible ça. Et donc ça, on sait très bien. D'autant plus, Guy de Lafortelle, qu'en parlant de cette concurrence que vous appelez illégale, avec en tout cas déloyale, oui, pardon. Cette immigration qui est, elle, parfois illégale, mais qui travaille sur le sol français. On peut considérer que finalement, l'emploi français, lui, coûte très cher et donc ne permet pas d'être très haut, puisqu'il prend cette part du social, tandis que les autres, qui vont être payés souvent au noir, récupéreront la part du social payée par l'autre et finalement s'en sortiront pas, je dirais pas mieux, mais en tout cas voilà, peuvent travailler dans des conditions, enfin offrant des conditions évidemment de concurrence déloyale aux entrepreneurs et puis en même temps récupèrent la part du social. C'est absolument évident. Aujourd'hui, l'immigration illégale, qui est encore une autre forme de dumping social, elle vient pas remplacer des boulots industriels qui de toute manière ont été détruits. Il faut quand même voir qu'en France, il y a un truc, tout le monde voit l'augmentation de la part du travail féminin en France depuis une cinquantaine d'années. On voit pas la baisse du travail masculin. On a perdu presque 10% d'activité masculine en France depuis 50 ans. Pourquoi? Parce que le travail masculin est en train de disparaître tranquillement, on ferme les usines, on ferme ces choses-là. Et donc, il y a un moment, si vous n'avez pas de boulot, vous n'avez pas de boulot. Alors, vous dites aux gens, ah bah oui, mais vous avez qu'à faire chauffeur, vous avez qu'à faire chauffeur Deliveroo, vous avez qu'à aller livrer des pizzas à des bobos dans le 18e. Bah, c'est pas comme ça que ça marche, en fait. On a totalement oublié qu'il y avait une forme de dignité. Et même, c'est-à-dire que c'est un article du Canard qui est passé il y a pas longtemps, où les gars vous expliquaient que pour devenir éboueur à Paris, aujourd'hui, c'était un gars de la mairie de Paris qui disait que c'était presque sur concours et qui recevait énormément plus d'offres que eux d'avaient besoin de CV, pardon. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, c'était un boulot que personne voulait faire il y a une trentaine d'années, qu'ils ont rendu les conditions plus attractives et qu'une fois que vous avez remis des conditions à peu près correctes, tout le monde se jette dessus. Donc on n'est pas du tout sur un sujet. C'est pas que les gens veulent pas travailler, c'est pas vrai. C'est que vous êtes aujourd'hui devant une crise où il y a une décorrélation entre la population et le travail. C'est-à-dire que c'est sûr que si vous demandez à des gars qui étaient des plombiers zingueurs d'aller faire du service à la personne dans les hôpitaux, ça va peut-être pas très bien se passer en fait. Et donc on a un gouvernement qui ne réfléchit absolument pas structurellement, qui pense pas du tout que quand on ferme une usine, les 500 ouvriers qu'on a fermés à un endroit, ils vont pas aller se retrouver 400 km plus loin à aller faire du service à la personne dans une maison de retraite. Et des gars ne se rendent pas compte que quand on ferme une usine pour réussir à avoir un sèche-linge 10 € moins cher chez Darty 2 ans plus tard, en fait le coût social est incroyablement plus élevé. Et que aujourd'hui, on est dans un monde où il faut qu'on se rende compte que oui, en France, on va pas très très bien et que oui, on va reprendre un peu le contrôle de nos frontières. Mais quand vous dites ça, c'est un gros mot, et que on va aller protéger un peu nos emplois. Et une fois qu'on aura protégé nos emplois, une fois qu'on se sera assuré qu'il y aura bien un emploi par personne dans ce pays, on pourra dire aux gens, les emplois sont là, ils sont payés dignement. Maintenant, on peut éventuellement vous dire bougez-vous les fesses, mais vous êtes obligé de faire les deux en même temps. Vous pouvez pas aujourd'hui dire aux gens bougez-vous les fesses à un moment où l'économie est en train de s'arrêter, si vous voulez. Mais ça, c'est souvent comme ça. Hein. C'est-à-dire que les réformes mettent énormément de temps à arriver. Cette réforme, ça fait 10 ans qu'elle est dans les tuyaux, en vrai. Hein. Ça fait 10 ans qu'elle est dans les tuyaux et elle arrive au pire moment. C'est qu'il y a quelques... Alors tout ça pour ça, quand même, c'est-à-dire que quand vous avez 4 ou 5 milliards d'économies, ça fait quand même un peu de... Puis c'est une parmi d'autres, d'une certaine manière. Mais
Ouais, tout ça pour ça. Ouais. Elle arrive au pire moment. Ces gars sont pas bien, encore une fois. Olivier Pachantini. Écoutez, moi je pense que tout ça, au-delà simplement de ce gouvernement, dont on sait bien que ce ne sont pas des aigles et que de toute façon, c'est des réformes plus avec un but de communication et de faire des économies on bouge les non choses. ciblées, n'importe quoi. Mais je crois que ça traduit quand même, après ce que vient de dire Guy, auquel j'agrée complètement, ça traduit quand même la difficulté de notre pays à vraiment développer des réformes de fond et sur le long terme. C'est ça qu'on voit. C'est-à-dire que le gros problème, comme l'a dit Guy, c'est que nous sommes dans un système qui conjugue deux choses antinomiques. C'est-à-dire, on est dans la mondialisation, c'est-à-dire en concurrence avec tout le monde, mais on est dans un système socialiste qui charge les entreprises de taxes, de charges, d'impôts, comme aucun autre pays n'en a. Et d'ailleurs, si vous regardez le niveau des impôts de production, c'est-à-dire les impôts qui pèsent sur véritablement le travail, l'emploi, la production, vous vous rendez compte que la France subit 7 à 8% d'impôts en plus que tous ses voisins européens. Je ne parle même pas de la Chine. En fait, c'est du dumping social à l'envers. On s'auto-entrave. On s'auto-entrave. C'est-à-dire que toutes nos entreprises, on les livre à la concurrence mondiale féroce en disant, à travers la mondialisation. Mais c'est comme un cheval qui partirait d'une course hippique avec un handicap de 10 kilos par rapport aux autres pays européens. Je ne vous parle même pas, encore une fois, des pays émergents. Donc comment voulez-vous que ça marche? Donc on broie l'activité et ensuite, comme cette activité est broyée, il faut toujours plus de social et c'est ça qui en fait entraîne notre pays dans une spirale. Et qui continue de tuer aussi la classe moyenne qui travaille, elle. Exactement. Et qui tente d'embaucher. Donc il faudrait remettre tout ça complètement à l'inverse, c'est-à-dire prendre le chemin inverse, c'est-à-dire réduire les charges qui pèsent sur le travail, sur l'emploi, pour redonner envie aux employeurs d'embaucher, recréer de l'activité, et ensuite on repartira. Mais qui, sur ces 30 dernières années, ne fût-ce qu'émis l'idée d'engager des réformes de ce type? Personne. Tout le monde gère le court terme. Mais pourquoi personne ne réduit ses charges? Parce que parce que le problème de ces charges, c'est qu'elles payent le social. Et alors, si vous commencez à vous attaquer au social, vous voyez bien ce qui se passe. C'est la rue, c'est les blocages, les syndicats, etc. Aucun gouvernement, jusqu'à présent, au-delà de celui-là, dont je n'attends rien de particulier, vous vous en doutez, n'est capable de mettre en place des réformes structurelles qui vont arriver à remettre tout ça dans le bon sens, à remettre l'église au milieu du village. Il faut savoir qu'un autre problème, c'est la montée du nombre de fonctionnaires qui est continue depuis 30 ans. Et la seule période où vous avez eu une baisse du nombre de fonctionnaires en France, modeste, ça a été à peu près 120 000 fonctionnaires en moins, c'est durant la mandature Sarkozy qu'il avait annoncé. Et rappelez-vous, en 2017, les débats lors de la primaire UMP portaient beaucoup sur le nombre de fonctionnaires qu'il fallait, je dirais, réduire. Alors non pas parce qu'on est contre les fonctionnaires ou qu'on juge que, mais vous avez une lourdeur administrative avec tout un millefeuille administratif qui se superpose. Bon, c'est un peu décalé. Oui, mais en fait, là, encore une fois, peut-être que Nicolas Sarkozy n'avait pas ciblé dans le bon sens, parce que si je me rappelle bien, il avait beaucoup ciblé les fonctionnaires de terrain. Exactement. Et pas du tout ceux du millefeuille, c'est-à-dire ces représentants des communautés de communes qui font le même travail. Il n'avait rien ciblé du tout. Il avait dit, voilà, on réduit de 10%, je ne sais combien de pourcents, tout le nombre de fonctionnaires. Alors qu'en fait, effectivement, c'est une restructuration complète de l'édifice étatique qu'il faudrait faire. Mais là encore, c'est très lourd. Il va falloir beaucoup de cabinets de conseil, probablement américains, pour gérer tout ça. Parce que sinon, nous, on n'est pas capable d'y arriver. Bah non. Voilà. Et il va falloir encore casquer. Bon, enfin bref, le fait est que, au-delà de la plaisanterie, c'est des réformes qui sont lourdes, qui sont sur le long terme et qui peut-être électoralement ne payent pas. Et c'est probablement pour ça que personne ne les met en œuvre et que notre pays est toujours engagé dans le déclin depuis des années. Tout le monde voit bien ce qu'il faudrait faire, mais personne n'a le courage de s'y attaquer. Oui, alors c'est pas du tout réjouissant ce que vous nous donnez comme perspective, parce que finalement, là, on ne s'en sort pas. Mais vous me reprochez à chaque fois que j'arrive de mettre le moral à zéro des auditeurs. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà, je suis obligé de constater que ça va mal. Non, mais par où on commence finalement? Alors, maîtrise des frontières, ou on baisse les charges? Comment on peut s'en sortir? Les deux, mon capitaine. Guy de Lafortelle. C'est absolument ça. Les deux, on peut pas faire autre chose. On peut pas, parce que si vous mettez à reprendre le contrôle, quand on dit refermer les frontières, je trouve ça un petit peu brutal. C'est-à-dire qu'on peut commencer par faire contrôle des frontières.
Contrôle, voilà, contrôle des frontières, absolument. Bah, si vous commencez à faire du contrôle des frontières, alors effectivement, vous avez l'aspect travail illégal, vous avez aussi entrée de marchandises, hein, de mettre des droits de douane de manière ciblée. Hein. On n'est pas obligé tout d'un coup de mettre 20% sur tout. On peut simplement faire les choses industrie par industrie, prendre les choses tranquillement. Mais comme tous les pays le font, je rappelle que les Américains le font. Hein. Donc je vois pas pourquoi nous, la France... Tous les pays hors zone euro, hein. Oui, mais les Américains aussi le font pour eux. Ils l'ont fait surtout avec Trump. Ouais. Mais rappelez-vous comme la politique de Trump avait été vilipendée. C'est-à-dire que quand vous parlez, comme on le fait avec Guy, de mettre en place un protectionnisme ciblé, c'est-à-dire, en fait, de taxer là où il y a vraiment concurrence déloyale et dans des filières que l'on peut, nous, exploiter. Parce qu'il y a des filières qu'on ne pourra plus réinstaurer dans notre pays. Trump a fait cela, mais... toute la presse lui est tombée dessus, tous les soi-disant experts économiques. Or, au bout de 2 ans de cette politique, croissance de 4,5% aux États-Unis, la plus forte croissance depuis les 30 Glorieuses, hausse des salaires parce qu'il y avait besoin de main-d'œuvre, et donc des résultats formidables, mais que personne n'a salué. Puis est arrivé le Covid qui a brouillé complètement le message. Oui. Et en fait, on a oublié que M. Trump avait engagé la bonne politique pour remettre son pays dans le bon sens. Sauf que voilà, nous avons des médias qui ne font pas du tout caisse de résonance à ça, et qui au contraire essayent de vilipender et de discréditer ce travail-là. Alors, pardon, Guy de Lafortelle, oui. Non, je vous en prie, venez aujourd'hui expliquer que on aime beaucoup nos amis roumains, polonais, mais que on va casser la logique de libre-échange de Bruxelles. C'est un crime politique, c'est un crime d'infamie de dire des choses pareilles. Mais c'est ça qu'il faudrait faire. Et vous avez pas le choix de faire les deux en même temps. Il faut à la fois redonner ce que moi j'appelle de la dignité au fond. Hein. C'est-à-dire que donner de la dignité au travail, c'est donner du sens au travail. Il faut pas oublier que non seulement il n'y a pas beaucoup de gens qui travaillent, mais en plus, vous connaissez ce concept des jobs à la con, les bullshit jobs. Moi, c'est un truc que j'aime beaucoup de David Graeber, qui avait estimé à l'époque qu'il y avait probablement un boulot sur deux, un emploi sur deux qui servait à rien. C'est-à-dire que si la personne ne travaillait pas, l'économie s'en porterait peut-être mieux. Vous savez, des trucs qu'on voit en ce moment chez Twitter, par exemple. Et il a raison. Moi, j'avais beaucoup travaillé sur le sujet à l'époque, et quand on regarde, quand on compile, c'est probablement vrai que sur les enquêtes, quand on demande aux gens est-ce que vous pensez que votre travail sert à quelque chose, vous avez effectivement une personne sur deux qui non, je pense pas. Donc vous pouvez pas être dans un monde dans lequel les gens vont au travail mais ils savent pas pourquoi, pour pas être payés, avec des chefs qui sont des petits capots en face. C'est-à-dire qu'il y a un moment, mais personne n'a envie de bosser dans ces conditions-là, bien évidemment. Et puis il y a le problème aussi maintenant de la gestion du travail algorithmé. En fait, on doit tout rendre compte par des tableaux chiffrés, alors qu'en fait, un tableau chiffré ne rend pas compte de la réalité, ni de la notion de bien, ni de la notion de beau, ni de celle de bien commun, par exemple. Oui, non, et puis surtout, c'est-à-dire qu'il y a certaines branches, il y a certains boulots dans lesquels c'est absolument nécessaire, mais tous les jours, c'est des trucs, ça vous tue le boulot, parce que exactement, c'est pas comme ça que ça marche. Et que moi, j'ai vu des endroits qui marchaient incroyablement mieux, là où il y avait pas trop d'indicateurs, où il y avait pas trop de machin. Et c'est pas parce que vous avez des indicateurs de suivi, c'est le problème. On met des indicateurs partout, c'est-à-dire qu'ils le font encore aujourd'hui. On remet des indicateurs partout, et puis on va croire un chiffre plutôt que de croire l'expérience des uns et des autres, et de s'en remettre à un échelon local. Donc ça et parce qu'on est tous d'accord là-dessus. Oui, aujourd'hui, il faut réussir vous avez un problème sur l'assurance chômage, mais vous ne pouvez pas régler ce problème de l'assurance chômage tant que vous n'avez pas redonné de la dignité au travail. Et le seul moyen de redonner de la dignité au travail, c'est d'arrêter de le mettre en concurrence déloyale. Et effectivement, vous savez, quand on vient de vous expliquer que les migrants, c'est Joseph Borrell qui expliquait il y a pas longtemps, vous pouvez être pour, vous pouvez être contre. On n'a pas le choix parce que les administrations ne marcheraient pas si ces gens étaient pas là. Mais attendez, c'est pas du tout comme ça que ça marche en fait. Déjà, il y avait ces gens ne viennent pas sauver l'Europe. Il avait parlé d'un hiver démographique. Je sais pas, attendez, il me semble il y a plein de monde qui pourrait travailler si on se mettait dans des bonnes conditions. Là, et que c'est encore une fois cette migration, c'est une migration. Est-ce qu'on se rend compte aujourd'hui qu'on est censé être des pays avec des modèles sociaux extraordinaires où vous vous retrouvez avec des gars qui sont des livreurs, des Deliveroo, qui sont payés au lance-pierre, qui sont payés mais plus rien du tout, avec les pires contrats du monde, en fait. Oui, exactement. Et des concurrences terribles. En fonction des notations, vous pouvez sauter. Enfin, non, mais c'est sûr. Pour conclure, Guy de Lafortelle, en fait, toutes ces annonces-là de réforme de l'assurance chômage, en fait, il ne faut même pas
commencer à parler de réforme de l'assurance chômage tant qu'on n'aura pas réglé les problèmes initiaux, c'est-à-dire celui des charges et celui du contrôle aux frontières de la concurrence. C'est bien ça ? Oui, il faut le faire en même temps. Parce que si à la fois vous commencez à reprendre ce contrôle-là, mais que les gens, vous arrivez pas à mobiliser votre population pour compenser, donc vous avez pas le choix de faire les deux en même temps. Et moi, je voudrais juste dire une dernière chose, c'est que cette réforme, ça fait 10 ans qu'elle est dans les tuyaux. Vous avez, c'est François Ruffin à l'époque où il était journaliste chez Fakir, qui avait été interviewé le chef économiste de Chevreux, qui était un courtier, mais en 2012, il y a très longtemps, avant l'élection de François Hollande, et dans lequel le courtier de Chevreux vous expliquait. À l'époque, déjà, la réforme du travail, en particulier celle-là, mais plus largement l'État social, l'État-providence français, allait être détricoté parce que c'était une exigence des marchés. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de faire ça parce que notre économie en a besoin, on n'est pas en train de faire ça parce que notre société en a besoin, on est en train de faire ça parce que les marchés l'ont demandé, et l'ont demandé il y a déjà plus de 10 ans. Et c'est très intéressant, parce que cet économiste vous dit, je vous dis pas que c'est moralement bon ou pas. Je vous dis juste que c'est eux qui veulent, donc c'est ça qui va se passer. Et donc vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, vous êtes sous un diktat financier, et que bien évidemment, à partir du moment où vous vivez sous diktat financier, vous servez des intérêts financiers, pas des intérêts sociaux, pas des intérêts économiques. Pas des intérêts nationaux. Dernier mot pour vous, Olivier Pagentini. Mais je suis totalement d'accord avec ce que dit Guy de Lafortelle, et je voudrais profiter de ce moment de Coupe du Monde pour vous montrer à quel point nous sommes sous les diktats d'un marché, d'une certaine caste. C'est-à-dire que quand on voit, excusez-moi, je déborde complètement, mais je vais essayer quand même de suivre ce que vient de dire Guy. Quand vous voyez quand même cette Coupe du Monde qui est décidée et décrétée dans un pays confetti, un pays qui n'a aucune appétence pour le foot. Quand vous voyez qu'on est obligé de mobiliser des faux supporters, alors les Argentins, les Anglais, les Espagnols ont tous subitement le type pakistanais, d'après ce que j'ai pu voir. Donc tout ça pour donner l'illusion d'une ferveur populaire qui n'existe pas. Quand vous voyez qu'on climatise les stades, qu'on casse les championnats nationaux... Les supporters finissent par avoir froid d'ailleurs dans les stades. Les supporters finissent par avoir froid dans les stades, et puis les supporters qataris s'en vont au bout de 10 minutes parce que l'équipe prend des gamelles. Quand vous avez parlé tout à l'heure pendant... Problème d'arbitrage. Problème d'arbitrage. Mais écoutez, 1 minute avant le début du match, j'ai dit à ma fille, je me demande combien ils ont payé l'arbitre. 2 minutes après, il y avait le but refusé qui était valable. Donc vous voyez bien qu'en fait, tout ça... Pourquoi tout ça ? Tout simplement parce qu'il y a une caste qui s'en met plein les poches avec l'argent des Qataris, le Qatar qui veut montrer que c'est une grande puissance alors que c'est un pays confetti, je suis désolé, et donc vous Sauf rendez que tout le monde s'y soumet, les souverainetés des pays, les nations s'y soumettent, c'est quand même dingue. Parce que vous avez une caste qui s'est engraissée grâce à ça, et après c'est nous qui aimons le foot qui sommes obligés de subir tout ça et de voir cette Coupe du Monde bidon. Eh bien, ce qui se passe au niveau de la FIFA et de la Coupe du Monde se passe au niveau de l'économie en général. C'est toute une caste qui impose à l'ensemble de la société des choses qui tombent sous le sens au niveau du travail, au niveau de l'emploi, à tous les niveaux, et nous sommes systématiquement tirés vers l'arrière et non pas projetés vers l'avant. Bon, alors vous n'avez plus qu'à être élu l'un ou l'autre président de la République. Merci beaucoup à vous deux, Olivier Pagentini, diplômé de l'Institut d'études politiques et auteur, là je vais citer le dernier, de La chute finale de l'Occident survivra-t-il aux éditions Jean-Cyril Godefroy. Et merci à vous, Guy de Lafortelle, éditeur financier et fondateur de la lettre d'investissement, l'investisseur sans costume. À bientôt. Vous appréciez cette émission ? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.